Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes le 17 février, c'est en même temps la nouvelle année chinoise et la Chine a quelques petits problèmes avec l'Union européenne, on va en parler. C'est l'année du cheval de feu et puis aussi c'est le 40e anniversaire de l'acte unique. Je ne sais pas si on va en parler, mais bon, ça a un petit peu structuré l'Europe dans laquelle on est aujourd'hui puisque ça a conduit à Maastricht et au traité de Lisbonne. Et ici, vous reconnaissez le décor, je suis avec l'excellent et ami François Coq. Et on va parler eh bien, des événements assez importants qui sont passés en cette deuxième semaine du mois de février qui concernent l'Europe, qui concernent nous. Alors, on a tout, hein, l'économie, du géopolitique, puisqu'il y a eu 3 conférences importantes en même temps, la même semaine. Le sommet des ministres de la Défense de l'OTAN, qui s'est tenu au siège de l'OTAN à Bruxelles. Le sommet des grandes entreprises, des entreprises européennes, qui lui s'est tenu aussi en Belgique, à Anvers, et qui n'était pas piqué des hannetons. Et la conférence de sécurité de Munich, qui se tient tous les ans en février. Et il était beaucoup question de l'Europe, de l'avenir de l'Europe. Et je crois que François s'est pas beaucoup trompé dans ses analyses. Allez, on commence par quoi? Par qu'est-ce qui est... Moi, j'ai l'impression que le plus structurant, c'est ce qui s'est passé à Anvers. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été le plus mis sous le boisseau médiatique. On n'a pas parlé du tout. Voilà. Bon, On sait que Navalny a été tué par des grenouilles d'art sélectionnées par le FSB en Équateur. Ça, on l'a eu en long et en large. Par contre, l'effondrement analysé comme tel par les acteurs de l'industrie européenne, les fondements de l'industrie européenne, ça, on n'a pas trop parlé. moi je pense que ces différents événements là que tu viens de lister, je rajoute Davos, hein, parce que c'était juste avant, et je sais que ça a été sur cette antenne largement analysé déjà, mais je pense qu'il faut faire un paquet global avec ces différentes séquences. Il faut voir ce qu'on en tire comme enseignement à la fois sur le positionnement de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, il faut qu'on regarde très précisément ce qui est en train de se passer du côté de l'Allemagne. Et ce par quoi on peut peut-être commencer, c'est d'une certaine manière le rôle totalement secondaire qui est celui de la France. Je le dis très tranquillement parce que si on regarde ne serait-ce que sur les grandes lignes, qu'est-ce qui est ressorti du forum de Davos? Il y a un discours qui a été mis en avant, c'est celui du Premier ministre canadien Mark Carney. On l'avait discuté ensemble lors de la précédente émission. Qui est-ce qui est sorti des rencontres d'Anvers en Belgique? C'est le discours du Premier ministre belge. C'est ça qui a été le plus important, Bart de Wever, Ouais, qui discours... discours assez inquiétant par certains aspects, mais qui dit aussi que l'Union européenne doit arrêter de se disperser et elle a une priorité absolue qui est la question de la réindustrialisation. Ça a été le discours fort qui a éteint tous les autres discours. On met le discours en commentaire. Il est en anglais, mais ceux qui parlent anglais pourront l'écouter. C'est 13 minutes. 13 minutes brutales. On aimerait bien que notre président s'exprime de cette manière sur ces sujets. Mais tu trouves que son discours de Davos n'a pas été retenu? For sure. Attends, mais parce que il n'a pas été retenu parce que c'est le discours, je l'ai dit, de Mark Carney. À Anvers, c'est le discours du Premier ministre belge. Et à Munich, celui qui a cristallisé l'attention, et de fait, parce qu'il dit des choses importantes et que je te propose d'analyser dans un instant, c'est Friedrich Merz, le chancelier allemand. Donc, je crois que tu es Marco Rubio. Non, pas Marco Rubio. Parce le chancelier on pourra en discuter du discours de Rubio. Oui. Mais les 3 grands discours, moi je trouve, là sur le mois qui vient de s'écouler, à chaque fois, on a eu Premier ministre canadien, Premier ministre belge, Premier ministre allemand, chacun dans leur registre, qui ont mis des choses sur la table. Très concrètement, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais qui obligent les uns et les autres à se positionner et qui disent aussi, voilà comment nous, on se positionne aujourd'hui, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ce sont eux. Macron a fait un discours dans chacun de ces cénacles, il n'en est absolument, mis à part le fond chaud, absolument rien resté. Absolument rien resté. Et j'en veux pour preuve que sur le dernier discours que je viens d'évoquer, qui est celui de la conférence de sécurité à Munich, Macron a fait son discours, pardon, mais en anglais,
c'est quand même fou. Imagine que Friedrich Merz n'a pas fait son discours en anglais. Il a fait un petit bout en anglais et tout le reste, quand il a affirmé les intérêts de l'Allemagne, il l'a fait bien évidemment en allemand. Il s'est pas plié à la langue de Marco Rubio pour lui faire plaisir. L'allemand parle de puissance en allemand. C'est ça, voilà. Mais donc Macron a fait ce discours-là, mais beaucoup plus grave encore que c'est pas du tout anecdotique la langue dans laquelle on s'exprime, mais plus grave encore. Dans son discours, il n'a pas prononcé pas une seule fois, le mot France. Et il est revenu avec son leitmotiv habituel, en européen, agir en européen, en tant qu'européen. Voilà. Et donc lui, il défend les intérêts d'une Europe fantasmée, d'une Union européenne fantasmée. Et c'est là que le contraste est saisissant, alors que Merz notamment, mais même les autres responsables que j'ai évoqués précédemment défendent les intérêts de leur pays. Donc là, s'il y a un enseignement à tirer au départ, quand même, c'est l'effacement de la France dans ces moments-là. On a un président qui gesticule, qui fait désormais de la com, qui est en train, y compris... qui fait de la com, mais qui fait désormais de la com en essayant d'intégrer les codes trumpistes. Voilà, si tu veux que je sois plus précis. Il fait de la com, mais désormais il accepte les codes trumpistes. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est le seul changement quasiment chez lui. Parce que au moins faut lui reconnaître. Il n'a pas parlé de France, il a parlé Europe. Mais c'est ce qu'il avait dit dès le début. Ouais. On en a parlé de nombreuses fois. C'est la question de la souveraineté européenne qui est défendue dès août 2017 devant les ambassadeurs à la PNIX, à la Sorbonne. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Il est conforme à ce qu'il avait promis qu'il serait. Par contre, c'est vrai que pour la communication, là, il singe Trump. Au début, il singeait Poutine en s'habillant en aviateur. Ça. Bon, c'est tout à fait amusant. Mais là où tu as raison, c'est que il y a cette cohérence d'une certaine manière du discours de Macron qui a fait 2017, à partir de 2016 et 2017, sur la souveraineté européenne, qui lors de son deuxième discours de la Sorbonne, il a bien vu que ça marchait pas bien la souveraineté européenne, il a basculé sur l'idée d'Europe puissance, mais c'était toujours agir en européen d'abord. Sauf qu'il s'est passé quand même des événements internationaux à partir de 2022, plus encore depuis l'arrivée de Trump, et on a vu que les différents pays autour, eux, ont bousculé leur logiciel et sont en train de se repositionner par rapport à ça. Le seul qui ne bouge pas dans son logiciel, c'est Macron. Et ça va même plus loin. Aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé, Macron, avec sa souveraineté européenne. Je crois que pas plus tard que le week-end dernier, un ministre allemand, Johann Wadepool, a déclaré à la radio allemande que il prenait Macron au mot et il disait, pour quelqu'un qui a toujours défendu la souveraineté européenne, eh bien, il faut que la France fasse plus d'efforts et qu'elle aille plus loin pour augmenter son budget de défense. Alors on aura à y revenir dans cette émission sur la stratégie allemande sur la défense, mais ce que disait ce ministre allemand, il disait, les Français, finalement, plutôt que d'aller sur leurs dépenses sociales, il le disait très clairement, hein, il disait, ils ont un problème de budget, aujourd'hui ils mettent leur argent dans le social, il faudrait mieux de le mettre sur les questions de défense et pour acheter de l'armement. Acheter de l'armement, ça veut dire, dans la période, acheter de l'armement allemand. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, il disait que les Français, aujourd'hui, devaient faire ce saut qualitatif et quantitatif en termes de défense au nom de la souveraineté européenne que Macron annonce depuis maintenant quasiment 10 ans. Voilà. Donc l'arroseur arrosé et Macron est pris à son propre jeu. D'ailleurs, beaucoup sont ceux qui lui emboîtent le poids. Hein. Je pense à Dufour qui dirige la Banque publique d'investissement français, qui dit qu'il faut faire des sacrifices nationaux pour renforcer l'Europe. Bon, c'est pas gagné. Une autre personne quand même est aussi importante, il me semble, dans ces 4 événements dont on parle, c'est notre chère Ursula von der Leyen, qui ne manque aucune occasion, que ce soit à Davos, que ce soit des questions géopolitiques, que ce soit des questions de sécurité, que ce soit l'industrie, pour sortir. Elle appuie sur le bouton mantra, et c'est fédéralisation, extension de l'UE, 28e rang, chaque fois. Alors, oui et non. Il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je crois qu'il faut lire l'offensive de von der Leyen. T'as raison. Il y a une cohérence. Il y a des choses sur lesquelles elle veut avancer, mais
c'est pas une surprise pour les gens qui nous suivent là derrière le poste. On a déjà décortiqué depuis longtemps. Le 28e régime, ça fait plus d'un an qu'il a été exposé par la Commission européenne. C'était le cœur de son discours sur l'état de l'Union au mois de septembre. Donc ça, on l'avait déjà vu. Son discours à Davos. Tout à fait. D'ailleurs, c'était aussi, on avait aussi dans le discours sur l'état de l'Union le fait d'unifier le marché des capitaux et le fait de faire tomber les entraves, on en avait parlé, au sein du marché intérieur pour libéraliser le marché des marchandises et des commerces où il voit des perspectives de gains de 45% sur les marchandises et 110% sur le commerce. Et d'ailleurs, tout ça était déjà dans le rapport Draghi qui lui-même avait repris ces éléments d'une note du FMI. Donc tout ça, on l'a en tête et t'as raison. Elle appuie sur le bouton et à chaque fois, elle avance. Attention, elle avance pour le relancer, sauf que elle avance désormais concrètement. Moi, j'ai noté dans son discours du 11 février à Anvers qu'elle disait qu'elle proposera aux chefs d'État au mois de mars, lors du Conseil européen du mois de mars, d'approuver une feuille de route commune pour l'union des marchés de capitaux à l'horizon 2028. Donc là, on rentre par contre dans le concret. On n'est plus juste dans les déclarations d'intention comme elle l'avait fait jusqu'à maintenant. De la même manière, au même Conseil européen du mois de mars, elle annonce qu'elle fera une présentation et qu'elle fera une proposition pour le nouveau statut pan-européen pour les entreprises, ce qu'on appelle le 28e régime. Donc là encore, la proposition concrète sera sur la table au mois de mars, hein, c'est-à-dire c'est pas renvoyé au calende grec. Ça, c'est le premier point. Elle va avancer concrètement sur ce qu'elle a toujours dit. Après, il y a un autre aspect qui est que elle veut avancer sur les déréglementations. Sur les déréglementations, elle veut avancer les déréglementations au niveau européen. Et ça, c'est ce que tu dis, elle nous l'a déjà dit. Sur les commerces, sur les marchandises et sur les services, c'est ce qu'on décrivait tout à l'heure. Là, dans ce même discours du 11 février, elle déclarait « L'Europe doit éliminer les entraves internes à sa compétitivité. Je lance un appel à parachever l'intégration du marché unique européen. » Et elle dit, là encore elle donne un calendrier, « Nous devons le faire dès cette année. » Dès cette année. Mais elle a été plus loin. Elle n'a pas simplement cette volonté d'organiser le marché européen, mais elle s'en est même pris aux droits des États nationaux. C'est ça qui était nouveau dans son discours d'Anvers. Elle a appelé à défaire les réglementations nationales qui iraient au-delà des directives européennes, notamment en matière de protection des travailleurs, mais aussi des consommateurs. Et elle nous disait, si nous voulons réellement simplifier, nous devons lutter contre le surdimensionnement et la fragmentation. Et donc c'est là qu'elle en a appelé à défaire, ce qui finalement allait au-delà des règles européennes dans les différents cadres nationaux. Je te fais remarquer que c'est un tango qu'elle est en train de jouer avec Merz. Parce que lui, on va le voir dans son discours de Munich, lui, il appelle à défaire les règles au niveau européen, elle appelle à défaire les règles au niveau national. Autrement dit, tout est fait pour laisser le champ libre à ceux qui sont là-dedans les plus puissants, qui sont l'Allemagne. On aura l'occasion d'y revenir, mais il faut garder ça en tête. C'est un jeu à deux. C'est pas un hasard si c'est elle qui dit depuis la Commission qu'il faut défaire les règles nationales, et si c'est lui qui est le plus partisan des intérêts nationaux au sein des dirigeants européens qui appelle à défaire les règles de l'Union européenne. Juste pour continuer sur von der Leyen, si on regarde aussi son discours. Par contre, je suis pas sûr, moi, que ce soit von der Leyen qui appelle le plus à de la fédéralisation. Voilà. Ce discours sur la fédéralisation, on avait commencé à avoir cet échange. Je suis pas sûr que ce soit ça notre principal adversaire. Elle a accepté l'idée qui a été mise sur la table, tiens donc, par Friedrich Merz et les Allemands, d'une Europe à plusieurs vitesses. Elle l'a dit dans son discours d'Anvers. Elle accepte la préférence européenne, certes de manière limitée, mais elle est obligée finalement d'une certaine manière de s'y rallier, parce que Merz la défend, les Italiens la défendent, et puis toute une série de petits pays ont signé une lettre commune en ce mois de février, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas et la Suède, qui ont rédigé une lettre commune pour faire des coopérations renforcées. Ça va pas dans le sens
de la fédéralisation telle qu'elle est promue, par exemple, par Mario Draghi, qui en avait fait le cœur de son discours de Rimini cet été, qui avait été repris ensuite, ce discours, par Ursula von der Leyen. Mario Draghi, qui d'ailleurs, quelques jours avant le sommet d'Anvers, était à l'université de Louvain, et disait qu'il fallait passer du stade de la confédération au stade de la fédéralisation. Donc, moi, je trouve que von der Leyen, elle est un peu le cul entre deux chaises là-dessus, voilà, si tu permets l'expression. Et elle sait bien que le rapport de force, il va pas du côté de Draghi pour aller vers plus de fédéralisation, et qu'en réalité, il va plus dans le sens de Merz et de l'Allemagne, et qui entraîne toute une série de pays avec elle, qui sont sur le fait de remettre au cœur les intérêts nationaux. C'est voilà. Et dans ce panorama, tu vois, pour revenir au début de cette émission, la France qui est à côté, toute seule, en train de défendre un modèle de l'impérium européen et de supranationalité. En fait, il y a plus personne autour qui adhère à ça. Voilà. Les gens ont pu regarder ça vaguement pendant des années en se disant tiens, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose là-dessus. Aujourd'hui, Macron est tout seul, quoi. Il est à poil. Est-ce que tu as l'impression que, bien que les Américains aspirent une partie de l'industrie allemande et ils souhaitent rabaisser son niveau par rapport à l'industrie américaine, c'est un positionnement de long terme de l'État américain, est-ce que tu as l'impression que c'est toujours l'interlocuteur privilégié des États-Unis pour contrôler cette Union européenne? Alors, pour contrôler l'Union européenne, moi je pense qu'aujourd'hui, pour contrôler l'Union européenne, il faut contrôler l'Allemagne. Et donc, il faut regarder ce qui se passe du point de vue de l'Allemagne. Voilà, c'est ça qui est important. Ce qui se passe du point de vue de l'Allemagne, il faut regarder quels sont les rapports de l'Allemagne avec la Chine. Avec la Chine, les exportations vis-à-vis de l'Empire du Milieu ont baissé, je crois, de 9%. Les exportations allemandes ont baissé de 9% en 2025, et les importations allemandes depuis la Chine ont augmenté de 9%. Donc ils ont un rapport de plus en plus déséquilibré avec la Chine, qui est redevenu leur premier partenaire commercial devant les États-Unis. C'est 254 milliards, je crois, avec la Chine contre 240 milliards avec les États-Unis, mais avec une balance commerciale qui n'a jamais été aussi élevée entre l'Allemagne et la Chine. On en est quasiment à 90 milliards d'euros de déficit commercial entre l'Allemagne et la Chine. Je te rappelle que ne serait-ce que l'année dernière, on en était à 67 milliards de déficit commercial, et en 2015, on en était à 20 milliards. Donc, ils sont sur une pente où la relation avec la Chine est extrêmement compliquée. Attention, ils essaient de se prémunir contre ça, quand même. On avait discuté ici le fait que le vice-chancelier avait été au mois de novembre dernier en Chine pour négocier des accords sur l'accès aux terres rares, sur l'accès au marché intérieur chinois, etc. Ils ont aussi une stratégie qui est celle des grandes entreprises, notamment Volkswagen, qui vont désormais en Chine pour produire entièrement des voitures en Chine. Donc bon, on voit bien que et puis Friedrich Merz qui ira à la fin du mois de février en Chine aussi. Donc bon, on voit bien que les Allemands essaient d'atténuer les choses vis-à-vis de la Chine. Mais ils sont pas en meilleure situation avec les États-Unis. Les chiffres que je t'ai donnés pour la Chine, c'est quasiment les mêmes avec les États-Unis. Les exportations allemandes vers les États-Unis sont en baisse de 9,3% en 2025. À titre de comparaison, de 2016 à 2024, elles augmentaient de 5% par an. Donc là encore, il y a à noter de manière générale sur Fréquence Populaire que ça fait baisser dans les mêmes proportions pour l'ensemble de l'Europe. Ouais. De toute façon, si l'Allemagne baisse, ça baisse pour l'ensemble de l'Europe. Voilà. Avec les États-Unis, que quelque part, Trump réussit dans sa politique tarifaire avec l'Europe à faire évoluer la balance commerciale un peu moins au désavantage des États-Unis. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, avec ces deux exemples qu'on vient de donner, si on se recentre à nouveau sur l'Allemagne et donc sur l'Union européenne, c'est que les Allemands vont avoir besoin d'un amortisseur par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe avec la Chine et par rapport à ce qui se passe avec les États-Unis. Et l'amortisseur, il est tout trouvé, c'est l'Union européenne. Tu mets en regard les chiffres qu'on vient de donner sur la Chine et sur les États-Unis avec ceux sur l'Union européenne,
Et on voit que il y a eu une hausse de 4,2% des exportations allemandes vers l'Union européenne en 2025, et que 70% des exportations allemandes se font toujours au sein de l'Union européenne, et même, je dirais, de plus en plus au sein de l'Union européenne. Donc il y a un réinvestissement plus fort encore du marché européen par les Allemands. Et c'est au regard de ça qu'il faut qu'on doit comprendre l'offensive de Merz et l'offensive conjointe de von der Leyen pour déréglementer et pour offrir plus de débouchés au sein de l'Union européenne, aux industries et aux marchés et aux entreprises allemandes. Et puis les entreprises allemandes, elles font beaucoup de voitures, on le sait, c'est belles voitures allemandes. Elles se vendent, on voit de moins en moins bien en Chine. Elles se vendent moins aux États-Unis. Il y a eu l'accord de Mercosur pour essayer d'en vendre encore quelques-unes, mais ils sentent bien que le vent de l'histoire industrielle a tourné plutôt vers la Chine en ce qui concerne la production de voitures. Et donc, il y a une réorientation d'une partie des productions de voitures vers de la production d'armements militaires, que ce soit en particulier chez Porsche, mais pas que, dans les grosses entreprises allemandes. Et dans la logique que tu défends, ils vont sûrement vouloir profiter de ces investissements, ces emprunts majeurs pour faire une grosse armée, pour acheter du matériel militaire et compenser leurs pertes sur les voitures en vendant, en achetant eux-mêmes du matériel militaire, en faisant du keynésianisme militaire, et aussi en vendant, comme tu disais, ces armes aux Européens. Voilà. Alors, là, il y a un sujet. Il y a un sujet sur la question de la défense et de l'industrie de défense allemande. C'est un sujet en tant que tel. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de hasard sur quoi que ce soit quand il y a une telle conjonction d'effets. Commençons déjà par la question de l'armée allemande et de la Bundeswehr. On l'avait noté tout de suite, c'était le 14 mai dernier, le 14 mai 2025, devant le Bundestag, que Friedrich Merz, pour son discours d'investiture, avait dit, je le cite, avait dit qu'il voulait faire de l'armée allemande l'armée la plus puissante d'Europe sur le plan conventionnel. Là, mois de mai dernier, mois de mai 2025. Il a réitéré à Munich, donc le 13 février de cette année dans son discours. Et là, non seulement il répète ça, mais il donne un calendrier. En tout cas, il ajoute un petit quelque chose. Il dit, nous ferons de la Bundeswehr l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Jusque-là, copier-coller. Et il ajoute, le plus rapidement possible. Ce qui n'est pas anodin. Ça veut dire qu'ils sont dans un cycle, dans une phase d'accélération sur cette question. Et il ajoute aussi, mais ça c'est pour la bonne bouche, le renforcement de l'Europe au sein de l'OTAN est notre priorité absolue. Voilà. Donc ça donne le cadre, on y reviendra dans le rapport entre l'Allemagne et les États-Unis. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qu'on avait déjà discutées ici entre nous. Par exemple, le prêt qui avait été accordé à l'Ukraine au mois de décembre, lors du Conseil européen du mois de décembre, le prêt de 90 milliards d'euros, dont 60 milliards d'euros doit servir à acheter du matériel militaire, et pour lequel les Allemands ont fait en sorte que il n'y ait pas que ce matériel militaire puisse être acheté, y compris à des pays étrangers. Ça sert les intérêts américains, mais ça sert aussi l'industrie allemande. Pourquoi ? Parce que Rheinmetall a des partenariats avec différentes entreprises étrangères, certaines italiennes, mais surtout, t'es mieux placé que moi pour le savoir, des entreprises américaines. Et donc ce matériel-là, il n'est pas estampillé Union européenne, il est estampillé plus largement. Et donc c'est pour ça que l'Allemagne s'est opposée à la France, et l'Allemagne a eu gain de cause pour que ces 60 milliards d'euros puissent servir à acheter du matériel estampillé pas seulement Union européenne, parce que ça permettra d'acheter du matériel américain, mais aussi du matériel allemand. On avait eu l'occasion de rappeler que les Allemands refusaient la préférence communautaire sur les questions de défense. On avait évoqué dans notre précédent échange ce qui s'était passé au sein de la Commission et du Parlement européen par le biais d'un amendement pour que, in fine, ce soit la Commission qui ait un droit de regard sur les exportations de défense des différents pays membres. Bon, tout ça fait quand même beaucoup. Voilà, tout ça crée plus qu'un paysage en réalité. Ça donne à voir une ligne de structuration, de réorientation de l'économie allemande. Et au-delà de la réorientation de l'économie allemande, ça donne une réorientation
de ses rapports diplomatiques et de ses rapports géopolitiques avec ses voisins, et notamment avec la France, pour financer cette réorientation allemande. J'y ajoute que tout ça a pour but quand même de leur faire prendre une place de plus en plus importante. Et il y a eu cette déclaration quand même assez folle au mois de janvier 2026 de l'ambassadeur américain à l'OTAN, Whitaker, qui disait qu'un Allemand pourrait remplacer celui qui est traditionnellement un Américain à la tête du commandement européen de l'Alliance. Bon, là encore, ces gens-là font pas des déclarations comme ça à l'emporte-pièce au hasard, c'est que voilà, il y a des échanges rapprochés derrière et du donnant-donnant. Quand je servais en Afghanistan dans l'ISAF, le seul commandement très secondaire qui n'était pas américain était allemand. C'était les PSYOPS. C'est seul. Comme une continuation en fait dans cette ligne-là. Puisqu'on parle d'armement et de guerre, le sommet des ministres de la Défense de l'OTAN, qui prépare le sommet de l'OTAN de juillet prochain, qui se tiendra en Turquie, à Ankara, a été l'occasion comme Munich d'ailleurs, de redire le soutien plein et entier de l'Union européenne à l'Ukraine qui doit gagner, y compris avec des sorties de route stratégiques assez sévères qui ont été faites par la première ministre du Danemark, mais aussi par Merz sur l'usage d'armes longue portée contre la Russie, ce qui est une très très bonne idée, encore une fois, avec un pays nucléaire, et l'annonce de 35 milliards d'aides militaires supplémentaires. Dans le même temps, on a appris, vérification, 99% de l'aide directe américaine est coupée à l'Ukraine. Il ne reste plus que des petits bouts liés au renseignement. Alors, il y a toujours un renseignement, une aide au renseignement et à l'analyse stratégique, mais l'aide directe, tant militaire que financière, c'est 0. Et l'aide globale a chuté de 13%. Mais l'Europe, donc, prend tout en charge, y compris l'achat de matériel américain, et une nouvelle annonce de 35 milliards. Où ils vont trouver l'argent? Trouver l'argent, ils peuvent toujours trouver l'argent. Jusqu'à quand les peuples, par contre, vont accepter? Voilà, parce que jusqu'à maintenant, il y a quand même eu tout un récit qui a été construit sur cette question. Aujourd'hui, la question ukrainienne est une question qui passe quand même largement au second plan. Il y a le fait que c'est toujours difficile de courir 2 lièvres à la fois ou de s'opposer sur 2 fronts. Et l'Europe a été tellement prise de court, enfin les dirigeants européens ont été tellement pris de court et ont tellement pas réussi à réorienter leur logiciel de pensée face à l'offensive de Trump, qu'ils ont été obligés de diaboliser Trump. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué de diaboliser d'un côté Trump et de continuer à diaboliser de l'autre côté la Russie. Voilà, quand ça tombe des deux côtés à la fois, ça pose un problème. Ça pose un problème de cohérence et ça pose un problème, j'allais dire, de merchandising politique vis-à-vis des différents peuples. Je crois que c'est en ça que il y a une limite, peut-être plus puissante et plus forte encore que les limites financières qui peuvent exister. Voilà, on a des cycles électoraux devant nous. Tu vois, je vois mal les successeurs de Monsieur Macron venir faire la même chose que lui, une non-campagne en 2022, ou plutôt une campagne axée quasi exclusivement sur la guerre en Ukraine. Je vous invite à regarder les uns et les autres les courbes d'intention de vote de 2022 pour voir à quel point la courbe Macron fait un saut phénoménal en avant à partir du début de la guerre en Ukraine et arrive à le propulser jusqu'au deuxième tour et vers la victoire finale. Je suis pas sûr que ses successeurs, dans cette espèce de grand bloc central de je sais pas trop quoi là, arrivent à se saisir et utiliser les mêmes leviers, voilà, dans la séquence à venir. Tu veux dire qu'on doit Vladimir Poutine en plus d'avoir Macron? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est les Russes. C'est le type, quoi. Ouais. C'est les Russes, même. C'est les Russes, même. Mais là, un peu plus déjà. Ouais. Un petit peu plus. Alors, c'est bien que tu parles de réalité, parce que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le sommet des entreprises à Anvers et les discours
de certains entrepreneurs, comme le patron d'Ineos, et le discours on l'a dit tout à l'heure, du Premier ministre Bart de Wever, si je prononce bien. Bon, je sais pas trop comment on le prononce, puisqu'il est nationaliste flamand à la base. On va le faire à la française alors. Mais De Wever. il fait partie de ces gens qui sont qui étaient pour, même si aujourd'hui il met ça un peu plus en veilleuse, hein, qui était pour une partition de la Belgique et pour le rattachement de la Flandre aux Pays-Bas. Puis, écoute, La Wallonie, bah non, s'il faut revenir au temps glorieux de la Grande Révolution, écoute. Ce n'est pas complètement contre ici, en tout cas. Voilà. Donc, Bart continue sur cette autre voie, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est une forme de réalisme qui n'a pas l'air d'avoir imprimé les dirigeants politiques européens qui étaient là, entre autres Emmanuel Macron ou Madame von der Leyen, ou les dirigeants d'entreprise et Bart de Wever disent l'état de l'industrie européenne est à un niveau catastrophique. Alors nous, on a parlé déjà, j'en ai parlé dans l'œil de Kousma, j'ai fait le focus sur ce qui m'a le plus marqué, qui est la chimie, où les destructions d'emplois et d'entreprises sont colossales, où l'annonce qui est faite pour revenir à ce qui a été perdu depuis 2024, c'est pas si vieux que ça, c'est 70 milliards d'euros pour remettre en état les usines qui ont été arrêtées. Or, on sait quand on s'intéresse un peu à l'industrie que sans chimie, il n'y a à peu près rien. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Premier ministre belge dans son discours. Il dit il y a plus, enfin, les fossiles plutôt vont plus fonctionner. On peut pas parler d'autonomie de défense, d'indépendance. Il faisait un écho au discours des autres sur les questions de défense. Il n'y a pas d'industrie de défense sans chimie. Et c'est pour ça que ça a marqué le discours d'Ursula von der Leyen derrière, qui a l'air de passer complètement au-dessus de sa tête. Elle continue sur son chemin. Merz lui-même continue sur ça. Et on l'a mis en parallèle avec le fait que l'année dernière, c'est moins 80% d'investissement dans l'industrie. D'ailleurs, c'est Natacha Polony qui était une des rares journalistes qui a vu qu'il se passait quelque chose avant Merz, puisque personne n'en a parlé. Or, c'est quand même absolument sidérant. En vrai, c'est central. Je veux bien faire la guerre, faisons la guerre à la Russie, armons l'Ukraine, faisons la plus grosse armée d'Europe en Allemagne. Bon, pourquoi pas. Chacun ses délires, mais il faut la base industrielle pour le faire. Or, tout a l'air à chaque fois comme étant du verbe et pas concret. Donc, comment faire face à ce problème quand même qui est là structurel? Il y a deux mots qui sont devenus vides de sens, malheureusement, parce qu'ils sont employés voilà, comme des mots totalement vides. C'est souveraineté et réindustrialisation. C'est emmerdant pour nous, parce que pour le coup, je crois que c'est au cœur de ce qu'on souhaite porter. C'est vrai que tout le monde Mais le dit maintenant, tout le monde le dit. Voilà. Et par contre, comme tu le dis, la plupart n'en tirent aucune conséquence. Aucune conséquence. Macron, il te parle de souveraineté. Macron, il te parle de réindustrialisation. Mais derrière, il y met rien. Voilà. Depuis le Covid. Depuis le Covid, voilà. Ça brasse de l'air. Et donc, ça donne la sensation qu'on s'intéresse et qu'on s'intéresse aux choses, mais on ne fait rien. Ce que dit, et c'est en ça, moi, je trouve que le discours de Wever est un discours important. Lui, il dit, OK, toute cette question de la déréglementation, du 28e régime et du reste, il dit oui, moi je suis d'accord avec tout ça. Tout ça c'est important, mais voilà, il y a une priorité et une seule. La priorité absolue, c'est la réindustrialisation. Et il l'étaye avec un certain nombre de chiffres qui sont ceux que tu viens d'évoquer. Donc lui, il marque un tournant concret par rapport aux choses. De la même manière que Marc Carnet avait évoqué dans son discours de Davos, un tournant concret. Quand il dit le passé était ce qu'il était, nous avons eu tort, mais les temps glorieux ne reviendront pas. Voilà, et tournons la page. Et il faut savoir tourner la page. Quand Merz dit dans son discours de Munich, le but est de replacer l'Allemagne en tant que leader européen.
Bon, ben voilà, les choses sont claires. Ils envoient un message. De toute façon, un discours, c'est essentiellement un message. Ben, chacun des trois, là, il a envoyé un message fort. Sur cette question de la réindustrialisation, tu as raison de le dire sur la question de la chimie, parce que Ineos est en plein cœur là-dedans, et c'est pour ça que son PDG Ratcliffe, qui, à côté de ses déclarations quand même plus que polémiques sur un certain nombre de sujets au Royaume-Uni, a posé par contre sur ces sujets industriels le diagnostic d'un capitaine d'industrie. Voilà. C'est intéressant de prendre Jim Ratcliffe, qui est quand même ni un bolchevique, ni un gars très sympathique. Non, pas particulièrement. Et qui s'est taillé une fortune en écrasant les autres. Quand lui commence à dire, là, ça n'a pas... Parce que c'est lui qui a dit, il y en a 101 sites qui ont été fermés, 75 000 emplois directs, et ça va empirer. C'est pour commencer à s'inquiéter. On avait évoqué ici le fait que l'industrie automobile allemande supprimait pendant toute l'année 2025 et une partie de l'année 2024 10 000 emplois par mois. 10 000 emplois par mois. Notamment le fait du tarissement du marché, de l'incapacité à basculer sur de nouveaux modèles, mais aussi de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que les entreprises allemandes et notamment Volkswagen ont fait le choix, plutôt que d'avoir de la fabrication en partie en Allemagne et en partie en Chine, d'aller s'installer totalement en Chine, d'aller installer totalement leur ligne de production en Chine, et donc de produire elles-mêmes des voitures totalement chinoises, d'une certaine manière, quand bien même elles sont Volkswagen et estampillées comme telles là-dedans. Donc, on voit bien qu'on a ce problème sur la réindustrialisation, et la question c'est qu'est-ce qu'on va faire, voilà, entre ceux qui sont dans le discours et ceux qui ont des propositions. Moi, j'attends qu'on nous mette dans le débat public français aujourd'hui des choses concrètement sur la table. Enfin, si j'ai un peu de mémoire, moi je me rappelle de ce qu'avait fait Montebourg en 2022, par exemple, dans son éphémère campagne, là, de son éphémère pré-campagne. Il avait quand même eu le mérite d'aller voir, lui, l'un de ses modèles, c'était ce qu'avaient fait, par exemple, les Japonais, qui avaient été victimes aussi, au moment de la mondialisation, du fait que leurs entreprises avaient été délocalisées pour beaucoup sur le continent, en Corée, dans certains endroits en Chine, etc. Et puis un petit peu plus bas en Asie du Sud-Est, et qui avaient financé le retour de certaines de leurs industries. Il y a des propositions qui sont sur la réorientation. C'est ce que font les Allemands, par exemple. Quand ils disent qu'on a un secteur qui fonctionne pas, ils réorientent leur industrie. C'est ce qu'on a dit. Nous, honnêtement, qu'est-ce qu'on fait en France? Voilà. C'est quoi les propositions de Macron? J'ai du mal à lire. Tout ça est assez peu lisible. Donc, ça va être un sujet à investir, parce que le risque, c'est même plus un risque aujourd'hui, c'est ce qu'on a sous les yeux. C'est qu'à côté de ce déclassement de l'Union européenne, il y a un déclassement au sein de l'Union européenne qui est le déclassement de la France, et qui est lié, pardon d'y revenir, mais c'est un petit peu le fil rouge de notre émission quand même aujourd'hui, à ce rôle prépondérant qui est en train de prendre l'Allemagne, et qui est en train de revendiquer l'Allemagne. C'est ça qui est nouveau. Et peut-être que pour ça, on pourra jeter un coup d'œil précis au discours de Munich, de Merz, parce que j'ai fait l'effort de le regarder. C'est gratiné quand même. Bart de Wever, le Premier ministre belge, avait aussi été celui qui a été le plus rationnel face aux avoirs russes. Bon, parce qu'ils sont détenus juridiquement en Belgique, par Euroclear, donc une chambre de compensation, et que si jamais ils étaient saisis, in fine, légalement, ce serait la Belgique qui le devrait à la Russie, et je pense que dans 20 ans, tout le monde aura oublié que ça a été utilisé par les autres. Donc, il a défendu les intérêts de son pays, mais il semblait là aussi être un des rares rationnels à dire que, mais si on fait ça, c'est les abysses pour la zone euro. Les pays vont retirer leur argent et vont le mettre dans d'autres champs de compensation, que ce soit aux États-Unis, au Japon, enfin peu importe. Ils vont arrêter d'utiliser l'euro comme monnaie de réserve, déjà qu'elle est relativement mal en point, de plus en plus de ce point de vue-là. Je reviens sur l'aspect rationnel, c'est-à-dire que il y a un des rares à être rationnel, tout en étant politiquement, comme je l'ai dit, orienté comme les autres, mais il reste rationnel là où les autres sont irrationnels, mais y compris les Allemands. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir, même s'ils poussent, même s'ils utilisent tous les moyens, même s'ils réorientent leur industrie vers l'industrie de défense
Si l'industrie européenne et d'abord allemande continue à s'effondrer autant, ce sont des rêves mouillés. Ça ne peut pas, ça peut aboutir à rien du tout en fait, concrètement. Ouais, il est rationnel, mais il n'est pas le seul à être rationnel. Moi, je trouve qu'il y a un retour de la rationalité à travers du prisme de ses propres intérêts et des intérêts nationaux. C'est le cas en Belgique, tu viens de l'évoquer, parce que tu fais bien de rappeler ce qui s'est passé sur la question des emprunts russes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui sont en première ligne, bah, tout de suite, ça oblige à la prise de conscience. Hein. Nous, on a un mec qui est à l'Élysée et qui va de micro en micro et qui raconte ça, mais finalement qui a aucune prise avec le réel. Voilà. Donc, quand on est confronté à une réalité, ça oblige à un moment donné à un saut de rationalité. Ça a été le cas des Canadiens parce qu'ils sont à la frontière avec les États-Unis et que Trump voulait en faire le 51e État. C'est le cas des Belges parce qu'ils étaient confrontés directement à la question des avoirs russes. C'est le cas des Italiens parce que les Italiens, ils ont des devoirs de rationalité parce que c'était le cas avec l'Union européenne qui était le plus gros prêteur et que Meloni était obligée de faire des concessions à l'Union européenne si elle voulait que soient débloquées les sommes que l'Union européenne leur devait, mais dans le même temps, elle doit également faire des concessions à Donald Trump parce que c'est leur principal marché d'exportation et l'Italie a une balance commerciale excédentaire de 40 milliards vis-à-vis des Américains et donc bah, tout ça fait que c'est pas Meloni et je te parle pas des accointances idéologiques là, c'est même pas ça dont il est question. C'est pas pour cette raison-là les États-Unis, l'Italie va pas rentrer de plein fouet dans les États-Unis et dans Trump. C'est le cas, on l'avait évoqué dans plusieurs émissions précédentes, de l'Espagne, qui fait valoir ses propres intérêts. Et donc ce saut de rationalité, il commence à intervenir. Voilà, on est dans ce moment de bascule et on voit les uns et les autres se repositionner. Tu as raison au nom de la rationalité, et celles qui ne le font pas, ça reste nous, les Français. Voilà, nous on continue à avoir un président de la République qui défend la souveraineté européenne et qui dit qu'il faut penser en tant qu'Européen. Mais comment peux-tu penser en tant qu'Européen quand tous ceux-là que je viens de nommer, qui sont nos principaux voisins, font tous des choix dont on ne peut pas les blâmer. Tu vois, moi je ne peux pas me blâmer, même les Allemands, je ne peux pas les blâmer de faire des choix qui servent leurs propres intérêts. Si on va les blâmer un peu, ça va venir, t'inquiète pas. Mais voilà, tu vois, nous, on ne peut pas être les seuls au nom de la beauté du geste, je sais pas, les perdants magnifiques. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de rationalité à ça, il n'y a pas de matérialité à ça. J'ajoute à ta liste de pays. Le premier qui a fait ça, c'est la Hongrie de Viktor Orban. Alors ça a été mis sous la lumière idéologiquement, il est proche de Poutine, sauf que lui, il voulait avoir du gaz et du pétrole pas cher. Et que sinon, ce qui lui restait d'industrie s'effondrait dans son pays. Donc, il a agi en fait totalement de manière souveraine dans les intérêts de son pays, avant tout. Peut-être il aime bien Poutine, mais c'est encore autre chose. Mais c'est ça le point numéro un. Et je te fais remarquer cette citation qu'il a eue la semaine dernière, où on le taxait d'être non seulement l'ami de Poutine, mais d'être aussi le bras armé de Trump au sein de l'Union européenne, et où il a dit, de toute façon, vous ne comprenez rien, les États-Unis sont aujourd'hui un allié, mais c'est un allié et un partenaire auquel nous savons, nous autres Hongrois, qu'on ne peut pas leur faire confiance, tout simplement parce que il y a des élections tous les 4 ans aux États-Unis, que désormais les lignes politiques peuvent changer. On n'a pas la même continuité que la continuité néocon qu'il y avait autrefois au sein de l'État américain. Et donc, on n'a pas de raison de se vassaliser vis-à-vis de qui que ce soit, ni du côté, ni vis-à-vis de Poutine, ni vis-à-vis de Trump. Il y a une part de lucidité quand même là-dedans. Enfin, tu vois, c'est un peu embêtant pour des gens comme nous, je crois, de dire que ceux qui regardent le monde avec, en tout cas, je dis pas qu'ils prennent les bonnes décisions, je dis qu'ils le regardent avec les bonnes lunettes, sont souvent quand même des gens avec lesquels, moi, en tout cas, pour ma part, je partage pas forcément beaucoup d'orientation à la base. Mais je comprends par contre ce qu'ils font en tant que chef d'État de leur pays et comment ils réorientent leur politique. Alors, tu parlais de l'irrationalité de Emmanuel Macron et de son peu de poids sur le destin de l'Europe, du monde et de la France. Mais c'est quand même bien partagé en France.
parce que, encore une fois, j'ai quand même été marqué par ce sommet d'Anvers et ce qui a été dit, la non-couverture médiatique. Ouais. J'ai encore vérifié avant qu'on se voit, à part Natacha Polony, qu'il n'a pas fait dans le cadre d'un média, qu'il a fait dans le cadre de ses propos, elle. Bon, peut-être qu'ils en feront quelque chose dans l'audace, mais qui en a parlé, il n'y a pas grand monde. Et on a... j'entends pas chez Mélenchon parler de réindustrialisation au sens sérieux. D'ailleurs, on en avait parlé ici, le programme du nouveau Front populaire, la production est complètement disparue. À droite, ça parle de prison, d'immigration, de police. Bon, tout ça est sûrement très important, mais il n'y a pas plus d'industrie. C'est assez lunaire. L'héritier, l'héritier potentiel de l'Élysée après Macron, pour certains, c'est Glucksmann. Lui, il va se disputer pour expliquer à tout le monde, à commencer par Bardella, que les 90 milliards, ce ne sont pas, c'est pas un emprunt européen, ça sera payé par la Russie quand elle aura perdu la guerre. C'est ça. Ou alors, ça sera saisi sur les avoirs russes. Donc, visiblement, on n'a pas bien compris tout ce qu'avait dit le Premier ministre belge, et ainsi de suite. On me dit, mais quand même, c'est lunaire. C'est le délirium, soit c'est quelque chose qui... Tu le rajoutes à la liste, hein, je t'avais dit que à mon sens, sur l'Europe fédérale, il y a quasiment plus personne qui parle d'une fédéralisation de l'Europe. J'ai dit, il y a essentiellement Mario Draghi, encore, dans les cercles européens, et Raphaël Glucksmann. Et Raphaël Glucksmann. C'est vrai. Lui, il en est encore. Voilà. C'est le dernier des montants là-dessus. Ouais. Donc, ce que je veux dire qu'on prenne à gauche, à droite, c'est faire de suivre la même chemin complètement irrationnel qu'ouvre Emmanuel Macron. Bah oui, mais d'abord parce que plus personne ne fait de politique quand même dans ce pays. Ce à quoi on a assisté depuis 6 mois, c'est un cinéma sur le budget, et les partis ont été totalement accaparés par ça. Voilà. Et ils n'ont pas fait l'effort intellectuel de se positionner sur le reste. Alors bien sûr, quand il y a un événement, quand il y a l'enlèvement de Maduro au Venezuela, eh ben, pendant 48 heures, ils vont faire les uns et les autres une saillie sur le sujet. Ou une grosse usine qui ferme en France. Bon, on pleure un peu. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de continuité dans l'action. Et on aurait voulu, et tu as raison, alors bon, la plupart des acteurs politiques et des commentateurs, très honnêtement, ils ont toujours été nuls. Voilà, je suis désolé de le dire de manière abrupte, mais ils ont toujours été nuls. Voilà, ils n'ont jamais réussi à créer la mise en perspective. Mais il y en avait qui savaient le faire. Dans ceux que tu as évoqués, je sais pas, par exemple, à Mélenchon, on peut lui reconnaître le fait que il a toujours fait chaque semaine des notes de blog qui étaient souvent des notes fouillées dans lesquelles il faisait de l'analyse et de la mise en perspective. Donc voilà, certains le faisaient. Là, moi, ce que je vois dans la période, c'est que c'est très faible. Et ce qu'on fait là, par exemple, aujourd'hui, essayer de mettre en résonance ces différents discours, eh ben, j'ai vu passer très peu d'analyse de fond là-dessus. J'y viens, moi, à mon discours de Merz, parce qu'en fait, ça m'embête que personne ne l'ait fait. On va bien finir sur Merz. Parce que mais non, mais ça m'embête que personne ne l'ait fait. Tu vois, normalement, c'est pas à moi de le faire. Il y a des gens qui sont plus compétents, normalement, que moi. Et puis, il y a des gens dont c'est le boulot de le faire. Et là, on a le chancelier allemand qui vient nous dire que l'Allemagne doit reprendre le leadership en Europe. Il vient nous expliquer comment il fait. L'Allemagne, pardon, les gens, les Français, l'Allemagne, voilà. Ils viennent nous le dire à Munich. Et nous, on vient le... En fait, son discours, je vais résumer, c'est Deutschland über alles. Mais oui. Il voulait, enfin, là, on a, voilà, c'est les deux aspects de la semaine qui sont complètement sidérants. C'est Anvers, a l'air de passer complètement sur la tête, en tout cas des Français, et des conséquences industrielles, parce que bon, enfin, ça va pas être plaisant pour les Français. En réalité, on peut pas acheter à crédit tout le temps. Hein, ça va pas marcher. Mais l'autre, on va y aller dans le cœur, c'est effectivement... alors les gens sont un peu intéressés à qu'est-ce que va dire Marco Rubio, est-ce que ça va être différent de J.D. Vance? Bon, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. C'était on a fait good cop, un peu de spectacle, un discours bien réac sur fond colonialiste. Bloc occidental quand même. Bloc occidental, mais en passant un peu de pommade aux Européens. On vous aime bien tant que vous restez nos sujets. Bon. Donc c'est drôle. Les larmes l'année dernière, la standing ovation cette année. Donc... Mais honnêtement, on s'en fout, franchement. Il y a rien dans le discours de Rubio, quoi. Il y a rien de grave. Donc c'est Merz qui dit Deutschland über alles et on sera les premiers d'Allemagne. Ouais. D'Europe, pardon. Ouais.
Le discours de Merz, par contre, c'est autre chose. D'abord, c'est un discours qui a été avancé et il a fait en sorte de le tenir dès le début de la conférence. Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Il parle toujours le deuxième jour de la conférence de Munich, le chancelier allemand. Là, il a voulu tenir son discours dès le début, de manière à polariser, donc à cristalliser, à créer une ambiance et à obliger les autres à se positionner et d'une certaine manière à éteindre aussi tous les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la forme aussi, ça compte. Voilà. Il y a quand même un savoir-faire là-dessus. Il y en a qui pensent que la forme, c'est mettre une paire de lunettes de soleil. Et puis d'autres qui viennent et puis qui mettent une cartouche dès le départ et qui créent une ambiance de travail. Bon, moi j'avoue que d'un point de vue politique, je pense que c'est plus efficace la méthode de Merz que la méthode Macron en l'espèce. Bon, mais c'est fondamental parce que tu fasses cette analyse à Fréquence Populaire, c'est fondamental parce que ça n'est pas fait. Et la conférence sur la sécurité de Munich est importante parce qu'elle a en fonction de... Alors, souvent, il ne se passe rien, mais c'est là que ont été dit parfois les choses qui vont se passer. On pense au discours de Vladimir Poutine, qui est resté célèbre, de 2007, où il a dit « ligne rouge, sinon c'est la guerre, si vous étendez l'OTAN en Géorgie, en Ukraine ». C'est ce qui s'est passé. C'est le discours de J.D. Vance l'année dernière. C'est lui qui a marqué la réorientation globale de la géopolitique américaine. Là, c'est Merz. Et c'est pas juste un discours. C'est pas pour se faire plaisir, c'est ce qui va se passer. Alors, moi, la lecture que j'en fais, moi, je trouve que c'est un discours qui est construit en 4 points. Il expose sa doctrine en 4 points. Le premier point, tu viens de le dire, et il l'explicite comme ça, c'est renforcer l'Allemagne. Renforcer l'Allemagne sur les plans militaires, technologiques et économiques. Alors, comment voit-il ça, lui, pour renforcer l'Allemagne ? C'est renforcer l'Allemagne au sein de l'Europe. Et je le cite, je vais vous embêter avec plein de citations, mais pour bien savoir ce qu'il a dit, je ne trahis pas sa parole. Merz nous dit « Nous savons qu'à long terme, nous ne réussirons que si nous entraînons les autres Européens dans notre sillage. C'est ce que nous faisons, et pour nous, Allemands, il n'y a pas d'autre solution. Nous sommes le cœur de l'Europe. » Le mec, il se positionne tout de suite, il positionne son pays en tant que tel. Et il se présente comme le chancelier des intérêts de l'Allemagne. Il dit, là aussi je le cite, « Les grands objectifs de la politique étrangère et de sécurité allemande découlent de notre loi fondamentale, de notre histoire et de notre géographie, et par-dessus tout il y a notre liberté. Notre sécurité rend cette liberté possible. Notre puissance économique est au service de cette liberté. La loi fondamentale, l'histoire et la géographie nous incitent à toujours penser en termes européens lorsque nous définissons nos objectifs. Cette orientation correspond à nos intérêts. » Voilà. Donc, il s'en cache pas. C'est-à-dire qu'il... T'es sûr que c'est Merz ? C'est pas le discours d'un autre avant Non, c'est Merz. Voilà. C'est-à-dire que les... Alors, j'exagère un petit peu, mais là, il y a quand même ça touche là. C'est-à-dire qu'il y a un discours qu'il y a eu dans les années 30. Il dit que les intérêts de l'Union européenne doivent se conformer aux intérêts allemands. Voilà. Il le dit très tranquillement, très sereinement. Il n'est pas dans la provocation et l'agressivité ou la menace ou quoi que ce soit. Mais par contre, on voit à Bismarck aussi. Mais par contre, voilà, il pose un état de fait, un paysage, et puis il oblige les autres à se positionner là-dessus. Donc, premier aspect du discours, renforcer l'Allemagne. Deuxième aspect, renforcer l'Union européenne. Alors ça passe par la réduction drastique des réglementations. Ce qu'il a dit à Munich, il a dit « Nous devons mettre un terme à la prolifération des bureaucraties et des réglementations européennes. Les normes européennes ne doivent pas nous entraver au point de paralyser et de freiner notre compétitivité. » Donc là, il veut mettre à bas tout ce qui le gêne au niveau de l'Union européenne. Il l'avait déjà dit à Anvers, c'est pour ça que tous ces discours entrent en résonance. À Anvers, il avait été encore plus brutal, il faut déréglementer tous les secteurs. Je plaide pour une remise à zéro réglementaire. Des corrections mineures apportées aux lois ne suffisent pas. Il est nécessaire de procéder à un examen systématique de l'ensemble de la législation européenne en vigueur. Donc, là, c'est très clair. Et tu mets ça en résonance avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le petit jeu d'Ursula von der Leyen, elle, qui vise à déréglementer les cadres, les lois nationales. Donc il faut avoir cela en tête. Mais il se contente pas de faire ça. Il prend aussi le contre-pied de Macron sur la question de la souveraineté européenne.
J'ai évoqué tout à l'heure les déclarations du ministre Wadepool pour se servir de la souveraineté européenne de Macron pour obliger la France à financer l'industrie de défense allemande. Ce que disait Merz à Munich, il nous disait « Une Europe souveraine est notre meilleure réponse à cette nouvelle ère ». Tu notes, il appelle ça une Europe souveraine. Il appelle ça pas ça la souveraineté européenne. La souveraineté européenne, c'est transférer la souveraineté à l'Union européenne. Lui, il dit que c'est l'Europe en tant que telle qui est souveraine. Et quand il dit l'Europe, tu comprends bien qu'au regard de son premier point, c'est l'Allemagne, finalement, qui doit imposer celle-là. Donc, premier point, renforcer l'Allemagne. Deuxième point, réformer l'Union européenne. Donc, dans ce sens-là, en brisant les réglementations en vigueur, en prenant le contre-pied de la souveraineté européenne de Macron, et puis en allant vers ce qu'il appelle des meneurs de jeu, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les coopérations renforcées, et il en cite 3, une avec le Royaume-Uni et la France, ce qu'ils appellent le groupe E3, et puis qui peuvent se faire aussi avec l'Italie et la Pologne, qui redevient un partenaire majeur pour l'Allemagne. Troisième point de doctrine explicité en tant que tel par Merz, c'est la question du partenariat transatlantique. Et là, moi, j'invite à ne pas faire de contre-lecture de ce qu'a dit Merz. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens pointer le fait que Merz s'opposait aux États-Unis et avait des divergences profondes avec eux. Et de fait, dans son discours, Merz acte des divergences profondes entre l'Europe et les États-Unis. Mais son discours vise aussi à dire qu'il faut absolument maintenir le lien avec les États-Unis, parce que les intérêts de l'Allemagne passent par là. Et non seulement il dit ça, mais il invite l'Europe à faire plus en ce sens-là. Et en ça, il revoit le discours américain qui dit à l'Union européenne, c'est ce que dit Trump depuis des mois, c'est à vous de faire plus, de vous prendre plus en charge, de plus financer votre défense, etc. Donc le discours de Merz est un discours totalement compatible avec la vision américaine sur l'Union européenne. Si pour ceux qui voudraient le voir très clairement, ce que dit Merz, il nous dit « Il nous faut une stratégie qui résolve un dilemme évident. La réorganisation du monde par les grandes puissances s'opère plus rapidement et plus profondément que nous ne pouvons nous renforcer. Je ne suis pas convaincu par l'appel parfois trop instinctif à ce que l'Europe abandonne purement et simplement son partenariat avec les États-Unis. Je comprends le malaise et les doutes que suscitent de telles demandes, j'en partage même certains. Pourtant, ces demandes ne sont pas mûrement réfléchies, elles ignorent tout simplement les dures réalités géopolitiques de l'Europe et sous-estiment le potentiel que recèle encore notre partenariat avec les États-Unis, malgré toutes nos difficultés. Et il conclut même en disant « Réparons et ravivons ensemble la confiance transatlantique, nous, Européens, faisons notre part dès maintenant. » Donc tu vois bien qu'on est dans ce que je te décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, il est capable de dire et de répondre finalement d'une certaine manière à J.D. Vance en apparence. Il dit nous ne croyons ni aux droits de douane, ni au protectionnisme, mais au libre-échange, et nous soutenons les accords climatiques et l'Organisation mondiale de la santé, blablabla. Ok, donc en apparence, il se réaffirme en tant qu'Européen et il est celui qui a répondu, et c'était le positionnement de son discours à J.D. Vance, mais en même temps, il donne quitus quand même aux Américains derrière. Voilà pour le troisième aspect. Et j'en termine sur le discours de Merz, sur le quatrième point de son intervention, qui est qu'il nous dit qu'il faut nouer de nouvelles formes de partenariat stratégiques, et il cite les autres parties du monde. Je t'ai dit qu'il avait dit dans son discours qu'il allait falloir se tourner vers d'autres. Il l'a dit d'abord sur le Mercosur. Et sur le Mercosur, il l'a dit non seulement pour évoquer d'autres marchés, mais aussi pour taper la France et pour taper Macron. Soyons clairs, puisque ce qu'il a dit à Munich, je trouve que ça a été trop peu noté, il a dit « Cela passe notamment par une politique commerciale forte. L'accord Mercosur entre l'Union européenne et 4 États d'Amérique du Sud sera appliqué à titre provisoire. » D'accord ? On n'est pas dans le discours de est-ce qu'il va être appliqué ou pas appliqué ? Est-ce que le Parlement européen s'est bien prononcé ? Est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne va être saisie ? Merci, il barguine pas. Il te dit l'accord, le Mercosur, sera appliqué à titre provisoire. Point, fin de la phrase. Oui, c'est là la bonne décision de la Commission européenne. Ah bon, elle avait pris une décision réelle ? Non, voilà.
Donc toi, la Commission européenne, tu vas appliquer l'accord sur le Mercosur. Et il poursuit, l'accord de libre-échange avec l'Inde a été finalisé, d'autres accords suivront rapidement, je l'espère. Donc, il est à la manœuvre dans cette logique, il s'essuie les pieds sur la France au passage, une fois de plus, et il règle ses comptes. Il y a beaucoup d'articles dans la presse allemande qui montrent à quel point il y a une hostilité de la part de Merz à Macron, et parce que Merz trouve que Macron parle, voilà, qui blablate, mais qui blablate pour rien dire. Donc il y a beaucoup d'articles dans la presse allemande qui relatent cet état d'énervement allemand. Et donc, il cite dans son discours le Canada, le Japon, la Turquie, l'Inde, le Brésil, qui doivent jouer un rôle clé pour de nouveaux partenariats, de même pour l'Afrique du Sud et les États du Golfe. Je cite ces États parce que c'est lui qui les cite, parce que l'Allemagne est réellement dans cette vision, et il l'a réaffirmé sur la question du libre-échange, de se tourner vers tous, en fait, d'une certaine manière. Et pour servir ses intérêts, eh ben, ils vont faire l'effort vis-à-vis de la Chine d'un côté, ils vont pas braquer les Américains de l'autre, ils vont se servir de l'Union européenne comme un amortisseur, comme je l'évoquais tout à l'heure, et puis ils vont aller picorer aux différents endroits. Et donc tout ça en ayant repris une place centrale au sein de l'Union européenne. Voilà. Il faut pas croire que l'Allemagne est dans une stratégie de puissance au niveau européen où il voudrait que l'Europe en tant que telle redevienne une puissance à l'égal de la Chine et des États-Unis. Ça, c'est la version, la version van der Leyen. C'est elle qui a dit encore l'Europe doit revenir une grande puissance. Merz, il n'est pas là-dedans. Merz, il est dans l'Allemagne. Voilà. Et l'Allemagne, là-dedans, elle doit se servir de l'écosystème autour d'elle pour continuer à faire des affaires, pour se faire financer et au final, pour asseoir sa suprématie et son leadership sur son espace environnant. Finalement, tu as le discours de Trump sur l'hémisphère occidental pour les États-Unis. On pourrait presque avoir un discours, je ne sais pas comment il le qualifierait, de Merz, mais sur l'hémisphère européen autour de lui pour asseoir l'hégémonie allemande au sein de l'Union européenne. C'est le quatrième Reich, non? Je sais pas si c'est l'expression que je serais permis de sortir, mais c'est celle qui peut parfois venir le plus facilement à l'esprit, ouais. Un petit peu à l'esprit. C'est terrible comme analyse. Malheureusement, je crois qu'elle est tout à fait fondée. Et je disais, on est là, c'est aujourd'hui où on se parle, c'est le 40e anniversaire de l'acte unique. C'est un gros raté quand même pour Delors, Mitterrand, tous ceux qui ont bâti accepter la réunification allemande, accepter beaucoup de choses qui, en fait, la France a transféré sa souveraineté, certes à Bruxelles, certes aux oligarques, mais aussi à l'Allemagne, tout à fait volontairement. Et c'est ce qui arrive quand il n'y avait aucun Mauser sur la tempe. C'est ce qui arrive quand on lit mal les choses. Voilà. Ceux qui ont fait l'acte unique ont commis l'erreur impardonnable quand même de se dessaisir des outils de la souveraineté sans envisager qu'à un moment donné tout cela pourrait se retourner contre nous. C'est la même chose sur le discours de Merz aujourd'hui. Moi j'ai lu une analyse récemment, je crois que c'était dans Le Grand Continent, où sur la base du même discours que celui que je viens d'analyser rapidement ici, on nous explique qu'en réalité, Merz s'est positionné en gaulliste. Moi, c'est pas ça que je lis. Je lis, tu vois, c'est à partir d'un même fait, si on se trompe dans le décryptage, dans la grille de lecture qui est appliquée à ça, on se trompe ensuite pour de longues années. Ah bon, Merz, c'est du gaullisme européen qu'il est en train de nous faire. Eh bien donc, si c'est formidable du gaullisme européen, rallions-nous tous derrière Merz. Mais enfin, on va passer quoi alors dans ce cas-là? On va passer de la demi-vassalisation allemande qu'on avait jusqu'ici, de la vassalisation totale américaine, à une vassalisation totale allemande si on fait ça. On ne doit pas se tromper. Et c'est en ça que ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure. Comment ça se fait que dans notre pays, dans un moment aussi important, aussi charnière, à 1 an d'une élection présidentielle qui va décider de bien des choses dans ce monde de reconfiguration du monde, tout ça ne fasse pas débat et discussion. Parce que moi, je veux bien que des gens aient une autre lecture. C'est même quasiment un des sujets essentiels.
Moi, je veux bien que des gens aient une autre lecture de ce qu'a dit Merz que celle que je viens de faire là. Mais enfin, ça vaut le coup d'en discuter. C'est pas un non-événement ce qui s'est passé avec Merz. C'est pas un non-événement ce que tu nous as décrit et ce qu'on a raconté sur ce qui s'est passé à Anvers. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans cette espèce de vide. Alors, bien sûr, on peut le faire sur l'antenne de fréquence populaire, mais on n'est pas, c'est pas à la hauteur des enjeux. Ce pays doit se saisir de ces grands bouleversements plutôt que de regarder la marionnette s'agiter les lunettes de soleil sur le bout du nez. Voilà. Eh bien, merci François pour cette analyse que bien peu font, qui est, effectivement, tu as raison. Pas très réjouissante, hein. Elle n'est pas très réjouissante, elle est même assez inquiétante. Ah, mais il faut regarder les choses lucidement en face si on veut pouvoir les changer. Dans les dernières années, on a eu 3 fois une mauvaise expérience avec notre voisin allemand quand il prenait cette orientation. Bon, espérons que ce ne soit pas ça. Mais ce qui est d'abord inquiétant, c'est effectivement que le sujet ne soit pas saisi dans les médias, par les intellectuels, et évidemment par les politiques, puisque quand même une élection majeure, comme tu le dis, dans 1 an. Mais voilà, c'est aussi à ça qu'on sert, et peut-être que ça permettra à certains de s'en saisir. Faut s'en saisir avant l'hostilité, en réalité, avant que l'hostilité arrive. Là, pour l'instant, on reste dans le cadre du débat argumenté où chacun fait valoir ses intérêts, ou plutôt dans le cadre où les Allemands font valoir leurs intérêts et où nous ne faisons rien valoir en face. Ce que tu viens de dire est fondamental, encore une fois, parce que je transpose ça si quelqu'un avait dit ça en 2007 au discours de Poutine. Et d'ailleurs, certains géopoliticiens réalistes américains l'ont dit. Et ça va mal finir. Ça va finir en guerre si on ne prend pas en compte ce qui est dit, et que tant qu'on en est à des déclarations et des discussions, bon, les choses peuvent s'arranger. Ça peut prendre une mauvaise tournure. En tout cas, encore une fois, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je pense qu'elle est, bon, malgré qu'elle soit un peu inquiétante et dure, elle est d'abord extrêmement intéressante et puis rare, puisqu'on n'entend pas ça ailleurs. Donc, encore une fois, merci François pour tout ce travail. Merci à vous. N'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir si vous le voulez bien. C'est en dessous de cette vidéo, vous avez les liens pour aller sur nos pages Stripe ou nos pages Tipeee, ce que vous préférez, pour faire un don. Vous pouvez toujours devenir sociétaire. On va revenir vers vous, ceux qui sont déjà sociétaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur le site de fpop.media de quoi il s'agit. Tout y est expliqué. Il s'agit, enfin, c'est pour une somme de 150 € qui est défiscalisée à 66% si vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Vous devenez sociétaire. Eh bien, vous êtes un peu plus que des soutiens. Vous devenez, vous jouerez un rôle dans le développement de Fréquence Populaire, qui est un média. Et comme j'ai parlé de FPOP, vous pouvez aller voir notre portail, notre portail numérique, fpop.media, où vous pouvez lire des articles qui sont écrits par nos différents contributeurs ou par l'équipe de Fréquence Populaire. C'est gratuit, il suffit d'enseigner un email. Et pour ceux qui peuvent nous aider, eh bien, vous pouvez prendre un abonnement bénévole à partir de 2 € par mois pour nous aider à continuer à faire ce que nous faisons. Nous vous remercions beaucoup et je vous souhaite une excellente journée et excellente année du cheval de feu à tous. Je crois que c'est des années très dynamiques. Ça a l'air très parti pour être très très dynamique côté chinois, si on voit ce qui vient de ce pays-là. Allez, à bientôt.